Il y a pas longtemps, Netflix a mis un gros coup d'arrêt à sa branche cinéma avec un grand C en disant en substance « Ouais, alors en fait, on va arrêter de filer de la thune à des cinéastes qui ont des idées parce que ça coûte trop cher et que globalement, les gens chez nous, ils veulent surtout des docus sur des serial killers et des animés qui ont déjà plus de 20 ans. » Et d'une certaine manière, ça y est, Netflix montre son vrai visage, celui d'une plateforme dédiée avant tout à faire et à streamer des séries. Et ça tombe plutôt bien parce qu'à chaque fois, on était toujours à se plaindre que The Irishman, Okja ou encore Bright, non ça je déconne, ne sortent pas en salle. Plus récemment, ça avait été la même avec Apple et son Tragedy of Macbeth que j'ai dû voir sur ma télé et ça m'avait dégoûté au plus haut point. Mais justement, si on pouvait flipper de la part grandissante d'exclusivités qui n'atterrissaient jamais en salle, le retrait de Netflix ouvre d'autres questions. Parce que si Scorsese est allé voir chez Toudoum, c'est pas parce qu'il était vraiment fan de La Casa de Papel, c'est parce que c'était les seuls à lui proposer une enveloppe suffisante pour aller au fond de ses délires sans transiger. Appelez ça se racheter une conscience ou du author washing, Netflix a vraiment financé des films que les studios ne voulaient pas supporter parce que la thune aujourd'hui, il faut la mettre dans des films de super-héros qui savent nous charmer avec leur humour décalé si brillant. I understood that reference. No? You agree? No. Mais du coup, ça nous amène à une question. Et bon, vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous savez laquelle. Est-ce que le cinéma peut vraiment se voir hors du cinéma? Eh je vous propose d'aller voir ça ensemble, et c'est parti pour Binaire numéro 2. Encore une fois, je me suis basé pour cet épisode sur un sondage que j'ai fait sur Twitter où je vous posais cette question. Le cinéma doit-il donc se voir au cinéma? Et encore une fois, j'ai été ravi de voir que ça a bien divisé en deux camps. Pas aussi net que le premier sondage, mais presque. Et ça c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'on touche à quelque chose. En gros, on a eu d'un côté ceux qui trouvaient que le cinéma, ça doit se voir dans un lieu dédié, que se déplacer, ça fait partie de l'expérience. De l'autre, ceux qui considèrent grossièrement que le fond est plus important que la forme. Et c'est vrai que c'est pas complètement faux, un film va pas changer fondamentalement par rapport à où et comment on le voit. Le montage, le casting, la musique va être la même. À part pour l'hérésie suprême des écrans d'avion qui vont jusqu'à censurer et recadrer les films, on a les mêmes plans qu'on regarde Silence en salle ou sur notre smartphone. Et je dis smartphone exprès parce que nos chers intéléphones ont été au cœur d'une polémique chez notre cher tonton Martin quand on lui a demandé ce que ça lui faisait que, en étant dispo sur l'app Netflix, The Irishman pouvait être vu sur des écrans de 8 cm de large. Clairement, il était pas très joisse. Mais c'était même pas le plus gros débat de ce film. Enfin, à part le De Niro rajeuni absolument terrifiant, il y a eu aussi tout un tremblement de terre sur le fait que le film était long. Et que, les gens ne le regardaient pas d'un coup. Et ouais. C'est ça aussi l'avantage de Netflix. On met sur pause, on reprend plus tard, ou pas du tout. Et bon, on a tous eu notre lot de moralistes pour nous dire que bordel, la génération XXX, vous avez plus de capacité d'attention, vous pouvez vous concentrer, vous êtes nuls, vous aurez pas de boulot, moi à l'époque, je regardais des films de 4h50, des rétrospectives toute une journée, blablabla, nous les baby boom. Bref, bon. On est loin d'avoir des films qui seront juste des TikTok. Et bon, ça c'est clairement foncer dans le mur que de tenir cet argument. Parce que je sais pas bien où étaient ces gens depuis 40 ans, mais ça fait depuis les années 70 qu'on peut mater des films à son rythme grâce à une merveille, la VHS. J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Regardez, s'il est joli, son prix est excellent. Et bon, encore avant, on avait eu la même chose avec la télé qui pourrit les films avec son ratio. Parce qu'il faut se rappeler que ce pouvoir de contrôler le rythme du film était présenté comme un énorme avantage. Une sorte de prise de pouvoir des spectateurs sur leur expérience cinématographique. Après tout, c'est nous qui décidons de voir le film, c'est nous qui payons. Donc on a quand même le droit d'aller aux toilettes sans louper la scène décisive où Vador révèle qu'il est le père de Yoda. On a quand même le droit, si on est éclaté de fatigue à cause de l'esclavage moderne, de remettre au lendemain la suite pour dormir un peu avant de retourner remplir des tableurs Excel. On a quand même le droit de regarder les films dans le métro en 12 fois sur un écran grand comme la paume et... ouais non là j'avoue, ça fait un peu bizarre de dire ça. No, God!
No! God, please, no! No! Et d'accord, bon, je force le trait là, mais c'est qu'au fond, tout ça, ça renvoie à un problème plus large, et qui d'ailleurs déborde du cinéma pour toucher tous les arts. Est-ce que l'expérience de l'œuvre, elle appartient aux spectatrices ou aux autrices? Bon, on va reposer les bases histoire d'être bien. Une œuvre, en tant que telle, elle vaut rien. Elle est avant tout le véhicule, le transmetteur de l'expérience qu'un auteur veut partager. Tous ces choix réfléchis et posés sont autant de jalons qui doivent nous guider pour qu'on se rapproche le plus possible de ce que l'auteur veut nous faire ressentir. That's just the air conditioner. I want it. It's everything. Parce que c'est ça l'art. C'est tenter de combler le vide qui nous sépare tous et toutes, de créer des ponts qui font qu'on va être profondément touché par quelque chose, qui va nous rappeler qu'on n'est pas seul dans cet univers sans queue ni tête. Et si les films sont consciencieusement pensés, créés, cadrés, rythmés, pour nous emporter dans cette expérience spécifique, alors nous, avec notre bouton pause, nos téléviseurs rikiki, on est un peu comme des singes aux doigts graisseux qu'on aurait laissé entrer dans la grande galerie du Louvre. Et on parle de cinéma là, mais les puristes de la musique vous diront qu'écouter un morceau d'un album c'est barbare parce que les titres sont subtilement équilibrés entre eux. En littérature, les chapitres ont une cohérence interne, alors pas question de corner une page au milieu. La poésie, si c'est pas récité, ça vaut rien. Et dans le jeu vidéo, j'en parle même pas, tapez difficulté jeu vidéo et vous verrez bien. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça! Enfin, si, justement, parlons-en. Parce que je trouve que même si ce médium est encore jeune, en termes d'analyse, on est déjà allé super loin. Notamment en ce qui concerne le rapport entre les joueurs et les créateurs, et notamment autour d'une notion clé trop peu citée en cinéma, l'accessibilité. Oh, je serai jamais handicapé, j'en ai marre d'être en bonne santé. Parce que c'est bien beau de parler des intentions d'auteur, mais si on est juste incapable physiquement de participer à l'expérience optimale, il se passe quoi? Est-ce qu'on doit juste laisser tomber? Si j'habite à la campagne, tant pis pour moi pour aller voir les derniers films que le cinéma du coin propose pas. Si je suis une mère célibataire sans aucun temps, faut quand même que je me dégage une plage de 3 heures pour mater le film d'une traite. Si je suis handicapé et que c'est galère pour moi d'aller en salle, oh, pas de bol, tant pis, t'as qu'à renaître dans une meilleure peau. Sinon, tant pis. Les VHS et ses descendants ont quand même permis à des milliards de personnes de se faire une cinéphilie dans leur coin, aisément, et selon leurs propres capacités physiques, géographiques et souvent financières. Et n'oublions pas ce dernier point, parce que le cinéma, c'est un loisir de riches. Peut-être pas autant que le saut à cheval, mais quand même beaucoup. Et ça me fait penser à un autre débat qui s'annonce bien houleux, mais on traitera ça une autre fois, le piratage. Donc voilà, on pourrait dire que l'expérience optimale, ça serait la salle de ciné, que tant mieux si on peut, mais que aussi c'est pas très grave et que c'est très bien de voir dans son coin. Simple, conclusion, envoyez le crédit, abonnez-vous, la cloche, tout ça, tout ça. Sauf que, et là je pense que vous l'attendez vu que vous me connaissez, ça résout pas tout. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'un seul type de cinéma. Celui qui est conçu pour les salles obscures. Mais même si c'est bien évidemment l'expérience originale, et c'est à laquelle on pense en premier lieu, c'est une parmi tant d'autres que le cinéma a pu proposer en 130 ans d'existence. Et même, on pourrait partir du principe qu'à l'origine, les films sont envisagés comme des attractions de foire. Donc pas question de salle dédiée, de prendre 2 heures pour être immergé, etc. etc. Patate de forain, tu vas repartir avec 2 forains. Donc oui, si on parle Cinoche de Scorsese, de Godard et d'autres, il y a une incompatibilité totale avec d'autres types de visionnage. Mais pour d'autres formes de cinéma, ça peut marcher. Et c'est même souvent la seule façon de les expérimenter. Si on prend l'exemple des téléfilms que Spielberg et Lynch connaissent bien, ce sont des films pensés pour leur mode de diffusion, qui vont aller jusqu'à penser le cadre, le découpage, pour que ça colle à la diffusion et au pub. Pareil pour les direct to VHS, qui ont une sale réputation mais qui profitent de leur format pour proposer des expériences propres, qui vont souvent coller au goût d'un certain public, soit dans certains pays où il y a peu de salles, soit au hasard chez des jeunes qui veulent transgresser en matant des films de genre fauché. Youngsters can act violently after watching so-called video nasties. Plus parlant encore, c'est quand la dernière fois que vous avez vu des courts ou des moyens métrages en salle, en dehors d'un festival spécifique. Bah ouais, globalement ça se mate quasi que sur internet, et les cinéastes qui les font ont bien conscience de ça, et ils vont penser leur film pour ce visionnage. Et je parle même pas là de la création audiovisuelle sur internet, qui est d'une richesse folle, et qui joue totalement sur ses spécificités, ses codes 2.0. Et à l'inverse aujourd'hui, je trouve que de plus en plus de films qui sortent en salle le font avec comme seule plus-value cette dimension grand spectacle de ces productions qui s'affichent en Dolby Atmos 34 et en énorme. Et d'ailleurs, c'est des films qui vont pas du tout fonctionner chez nous, en streaming. Je connais d'ailleurs personne qui se refait ces films tranquillement sous la couette. On est complètement dans une logique de grand 8. Ce qui est amusant d'ailleurs, parce qu'en fait, on fait une boucle avec le cinéma des origines.
Méliès, Marvel, même combat? Et au contraire, on va plutôt avoir tendance à regarder des films d'auteurs chez nous parce qu'on va profiter d'une diffusion facilitée, là où avant fallait habiter dans le 5e arrondissement de Paris, et parce qu'on peut en profiter pour les revoir, apprécier la mise en scène, revenir en arrière, etc. D'ailleurs, les distributeurs s'y trompent pas, en sortant sans cesse des éditions Blu-ray magnifiques destinées aux cinéphiles. On a donc ironiquement une sorte de renversement de situation par rapport à il y a 30 ans, où les films qu'on voyait chez soi c'était les productions de bourrins, et où on allait en salle pour voir de l'art. Et si on veut brouiller encore plus les pistes, on peut aussi remarquer que les méga-productions vendent presque autant que le film une expérience sociale. Une sorte de grand rassemblement de fans, de rituel de consommation commun. Et ça emprunte cette fois aux séries télé. Ouais, c'est un peu le bordel en fait tout ça. Mais malgré tout, on touche peut-être là au cœur du problème, avec cette question de l'expérience sociale, parce qu'elle est au centre du cinéma depuis le début. Alors, c'était peut-être un défaut dû à des limites techniques, diront certains qui n'ont jamais pu supporter d'entendre les voisins prendre des plombes pour ouvrir un paquet de bonbons. Ta gueule! Mais pour d'autres, c'est ultra important, puisque ça fait partie de cette idée de partage que véhicule le cinéma comme toute forme d'art. Alors oui, quand on subit la présence de relous qui parlent au tel à côté de nous, c'est difficile de voir le côté positif. Mais sentir que la salle entière vibre en même temps que nous, qu'on va être touchés tous ensemble par les mêmes choses, qu'on va pleurer, rire, sourire ensemble, c'est extrêmement fort. Surtout dans une société où on est de plus en plus séparés les uns des autres et où les grands moments de rassemblement sont devenus des sources de flip à cause des attentats et des virus. Rien que de regarder avec une autre personne, ça change totalement le film, qui devient une source de communication. Des parents qui font découvrir Jurassic Park à leurs gosses au bon vieux Netflix and chill. Et c'est sans même parler des séances spéciales type Rocky Horror Picture Show ou Nanarland qui redéfinissent carrément la frontière entre la salle et l'écran. Et je pense que c'est ça le plus important quand on parle du cinéma au cinéma. Bien loin de toutes ces questions de qualité d'image, de son, de faire pause, de taille d'écran qui sont importantes, mais qui nous éloignent de ce que c'est vraiment le cinéma au fond, le partage. Tous ces détails importants de mise en scène qu'on va louper avec notre ordi, après tout, ils servent qu'à une chose, à créer des ponts entre des êtres humains. Alors, encore une fois, j'aurais envie de répondre à la question avec une pirouette. Regardez le film comme vous voulez. Du moment qui vous permet d'échanger, de discuter, de parler avec les autres. Parce qu'à travers ces films, on parle de choses vraiment importantes. D'amour, de mort, de sexe, de vie, de douleur, de peur, de doute. De tout ce qui fait qu'on est humain. Parce que rappelez-vous, il n'y a rien de plus triste et il n'y a rien de plus vain qu'une cinéphilie dans son coin. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Binaire, j'espère qu'il vous aura plu. Et je voulais aussi remercier mon acolyte Ludo, que vous voyez pas là, mais qui m'a tenu le micro et m'a permis de faire tous les réglages pendant tout cet épisode, et je vous assure que c'est un taf vraiment relou. Donc on dit tous, merci Ludo, sans lui cet épisode n'existerait pas. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre meilleure expérience de partage de film avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Je suis assez curieux de vous lire, parce que même si je suis assez certain que pas mal d'entre vous vont dire qu'ils ont chopé leur copine ou leur copain sur genre Shining, je suis sûr que vous avez des histoires bien plus intéressantes à raconter. Je vous rappelle aussi que Binaire est fondé sur vos réponses à mes sondages Twitter, donc si vous voulez participer, vous pouvez me suivre sur cette plateforme. Et maintenant on arrive à la fin, donc il me reste plus qu'à vous dire, ciao les pélos. Et ouais, je fais de l'écriture inclusive à l'oral moi. Je suis comme ça, je suis un déglingo. Nickel, merci beaucoup, merci Ludo. Histoire de ciao les pélos, wesh. Je vous présente le Smart Clapper. Éteint et allume les choses et te permet de contrôler deux différents appareils. Frappez 2 fois pour démarrer.